Bonjour, chers amis du Cercle Aristote, chers spectateurs, bienvenue pour une nouvelle interview. Et aujourd'hui, on ne vous parle pas directement d'un livre ou d'un concept philosophique, quoique on pourra en parler avec notre invité du jour, mais on va parler d'actualité avec quelqu'un qu'on est ravi de recevoir sur la chaîne YouTube du Cercle Aristote, qui nous avait pas encore fait le plaisir de passer. Romain Molina, bonjour. Mais bonjour Nicolas. Romain, on se connaît, je suis ravi de te recevoir sur la chaîne. Alors, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, parce que ça existe, malgré le succès, malgré la notoriété sur Internet, il y a peut-être beaucoup de gens qui ne te connaîtraient pas. Est-ce que tu peux te présenter Mais il n'y succinctement? a pas de mais il n'y a pas de problème et la notoriété, elle est toute relative et elle n'a jamais été cherchée au passage. Écoute, donc Romain Molina, qui vient du Nord-Isère, on n'est pas nombreux, de la ville d'Eyrieux pour ceux qui connaissent et j'imagine que pas grand monde ne va connaître. Alors ça fait plus de 10 ans maintenant que, bon, on va dire journaliste, écrivain, les gens mettront le terme qu'ils voudront, indépendant, principalement autour des arcanes du sport et comme on va en parler aussi, donc quelque chose d'éminemment politique et sérieux. Donc j'ai publié des enquêtes dans le New York Times, le Guardian, la BBC, CNN, Josimar, Blast aussi, principalement autour du foot, mais également basket, sport combat et j'ai publié donc 9 livres, qui ont été traduits en Uruguay, Russie, Angleterre, Espagne notamment. Heu, donc comme dit, c'est toujours de l'investigation, mais aussi j'ai fait un livre autour de la des guerres au Yémen avec une Yéménite, Boutaïna Farouk et voilà à peu près. Et joueur de basket évidemment dans mon Comme toutes les bonnes personnes. et voilà! Comme les gens de goût. Mais alors, bah, donc, tu es connu non seulement bah, voilà, pour tes articles, tes livres, également ta chaîne YouTube qui cartonne avec beaucoup d'enquêtes. Donc c'est du vrai journalisme d'investigation dans le domaine du sport et sur des à côté. Comme tu as dit, c'est pas que sur le sportif. Il y a beaucoup, tu as fait remonter beaucoup de scandales. Et notamment, ben, cette notoriété non voulue, tu as notamment dernièrement posé, entre guillemets, quelques petits soucis puisque tu as subi un article tu as été la cible d'un article plus que douteux dans le journal L'équipe. Est-ce que tu peux nous rapporter un petit peu les faits de cette affaire tels que toi tu les as vécus? Oui, bah, écoute, j'avais eu Libération et Arrêt sur Image aussi, et en fait, il y a vraiment une grande différence pour que les gens comprennent, entre le traitement en France et à l'international pour moi. Et soit en plus, c'est très drôle que ces mecs-là me posent la question: «Oui, mais quand même, pourquoi vous publiez pas en France?» J'ai envie de lui dire: «Bah, peut-être parce que j'ai pas la possibilité». Et puis même si je proposais, alors c'est vrai, d'un côté, je suis pas à Paris, je suis en Andalousie, pas exilé comme l'équipe l'a écrit, hein, c'est une chouette vie. J'habitais en Angleterre, en Écosse avant. Et j'ai eu la chance, c'est vrai, de travailler quand même avec ce qui se fait de plus gros en termes de médias. Là, récemment, j'avais des contacts avec ESPN, peut-être qu'on va faire quelque chose aussi. J'avais aussi participé à un documentaire sur la BBC, BBC Africa, et qui fait un boulot vraiment excellent, autour du plus gros scandale potentiel de pédocriminalité de l'histoire qui s'est passé au Gabon, qui est notre enquête dans le Guardian, qu'on a publié maintenant il y a 2 ans et demi, qui avait déclenché, bah, le Capello Gate, comme expliqué, plusieurs arrestations. On parle de réseaux pédocriminels de 10, 20 à 30 ans d'existence, qui touche également des arcanes politiques. Le lendemain de la publication de notre enquête, c'était l'ancien président gabonais Ali Bongo qui avait réagi publiquement. Ça avait déclenché une affaire absolument nationale. Donc j'ai fait aussi beaucoup, notamment pas mal de cas d'abus sur mineurs à travers les fédérations internationales. Ça, c'était pour compléter la présentation. Et donc, si tu veux, il y a au côté international où j'ai été bah, quelques fois primé, invité à des conférences, notamment à Play the Game, qui est quelque chose au niveau d'Europe du Nord. Enfin, donc, si tu veux, à ce niveau-là, j'ai quasiment travaillé avec tout le monde et il n'y a pas de souci. Mais en France, pour une raison que j'ignore un peu, alors peut-être pour une certaine liberté de ton et que des fois je l'ai envoyé sur certains, on va dire, mais jamais envoyé, sur un média en particulier. C'est toujours le distinguo, faut être nuancé, il faut jamais tomber dans la caricature. Parce qu'à l'équipe comme ailleurs, tu as de très bonnes personnes. Et moi, si tu veux, je suis pas dans l'ego, donc des fois, même quand il y a une enquête qui se fait bien ailleurs, je vois pas pourquoi j'en parlerais pas. Tu sais, il y en a, comme là, Le Parisien ce week-end, sortent un truc en reprenant copieusement ce qu'on a fait dans Blast. Bon, évidemment, il y a pas un mot, tu vois? Alors je sais qu'à Blast, ça les a un peu énervés. Moi, je trouve que c'est même ridicule, ces guerres d'ego, à ce niveau. Et donc, l'équipe Max, ça faisait quasiment 1 an par une personne qui s'appelle Marc Le Plongeon, qui était au Point avant. «Oui, je veux faire ton portrait» et cetera. Mais c'était déjà quelqu'un qui avait, on va dire, travesti un peu la vérité sur un article très grossier de leur part avec un montage de ma trogne, alors que j'avais simplement répondu, en audition libre, je crois qu'on appelle ça comme ça, à un policier qui me demandait quelque chose sur les affaires. On a parlé 1 heure, enfin, tu vois, comme on fait avec plein de gens. Ce qui est très drôle, c'est qu'une autre journaliste d'Amazon a eu fait pareil, ils l'ont sollicité pour la même chose, mais elle, on n'a pas parlé d'elle. Il m'a quand même sorti devant moi: «Oui, oui, mais toi, tu es connu». Merde! Merde!
Et il m'a dit: «Mais tu as des problèmes de déontologie». Alors, j'allais lui dire: «Bah, Marc, je sais pas, c'est déontologique ça». Et en fait, si tu veux, Marc Le Plongeon, qui a donc refusé évidemment de contrefilmer l'entretien, hein, surtout pas, et cetera, bah, après m'a assassiné, ouais, ça l'amuse, mais au final, ça s'est retourné un peu contre eux, parce que pour que les gens comprennent simplement, je veux bien que je suis un peu folklorique, hein. Il y a plus de 20 personnes qui sont tombées en prison ou qui ont été bannies dans le monde entier suite à mes enquêtes en à peu près 3 ans et demi, 4 ans. Ça va de l'abus sur mineur, de complicité d'abus sur mineur, harcèlement, abus, sur majeur aussi, et match truqué, et aussi ce qu'on pourrait apparenter à du trafic humain. J'ai collaboré avec plusieurs justices à travers le monde, et les mecs de l'équipe, ils font un photomontage avec ma tronche, lanceur d'alerte ou complotiste. Bon, j'ai envie de te dire, non mais tu peux, ne pas aimer certaines choses, il y a pas de souci. Mais quand tu fais un truc sur moi soi-disant, que tu refuses de donner la parole aux gens, parce que quand même, la directrice de l'initiative, mondiale à Human Rights Watch, Mickey Warden, ancienne département de justice américain, ah non, surtout pas. Amar Maïga, qui gère une ONG de droit des défenses des sports au Mali, ah non, surtout pas, alors que les mecs voulaient parler. Donc en fait, si tu veux, tu empêches les gens qui me connaissent pas, et en plus on m'a demandé des contacts, j'en ai envoyé une dizaine, j'ai contacté quasiment personne. En même temps, c'est le mec qui m'a dit: «Oui, mais tu as pas des gens connus en France?» Ouais, mais enfin mon boulot, il est un peu à l'international. Donc je lui ai donné par exemple l'ambassadeur haïtien UNESCO, Claude Alix Bertrand, tu des gens très officiels, hein. Il avait une attestation de l'ancien secrétaire général du syndicat mondial des joueurs, qui en a fait une pour un de mes procès, de Pascal Solage, la cofondatrice de Neges Marron, la plus grosse ONG de droits des femmes en Haïti, qui des fois donne des colloques à l'ONU. Donc si tu veux, et malgré tout ça, ils ont sorti, oui, que j'étais mystérieux et invérifiable. En fait, si, c'est juste super vérifiable, parce que vous faites cet angle. Alors pour quelle raison il a été fait? Écoute, encore une fois, hein, je ne suis pas parfait, mais quand tu as quelque chose d'aussi grossier, je donne juste un exemple pour que les gens comprennent. Et j'ai posté la capture d'écran sur mes réseaux. Je crois que j'avais 230 ou 250 messages en retard WhatsApp, de contacts différents. Et je te parle pas sur Signal et les mails. Parce que je suis vraiment harcelé dans mon milieu. Donc des fois, je ne répondais pas à temps. Ça fait 1 an qu'on me court après et je ne voulais pas le faire. Je n'ai jamais voulu faire ça, parce que mes travaux sont reconnus, oui, mais moi, non, surtout pas. Donc bon, on m'explique en interne que quoi qu'il arrive, il y aura ma trogne au milieu. Donc bon, je vais répondre comme je réponds pour la première fois. Et oui, il me remixe ça dans le papier, ouais, que c'est mystérieux, que je suis paranoïaque parce que je donne qu'au dernier moment, et cetera et tout. Mais en fait, c'est juste que je suis un peu débordé, mec. J'ai pas, enfin, si tu veux, je trouve même que c'est vachement irrespectueux, ça. Parce que, bah, il se tape pas ce que je me tape, quoi. Mais si tu veux, je lui ai dit, hein, parce que devant moi, il avait pas le même discours, hein. Devant moi, j'avais raison sur quasiment tout, le milieu du sport était une mafia, les gens autour du Paris Saint-Germain étaient des voyous, enfin, tu vois? Bizarrement, c'est pas ce qui est écrit après. Maintenant, c'est son choix. Écoute, franchement, ça me gêne pour les gens qui me connaissent, tu vois? Notamment ma mère. C'est jamais agréable, mais d'un autre côté, c'est tellement ridicule, j'ai pas tellement envie de développer des POI là-dessus. Oui, d'ailleurs, ben, là, on parlait un peu justement pour te présenter et puis un peu voir au niveau de l'actualité, mais on va surtout s'intéresser à ton travail parce que c'est ça qui compte le plus aujourd'hui et c'est ça pour lequel tu te bats. Moi, j'ai une première question. J'ai toujours posé la question. Alors, tu as sorti, tu as dit de nombreux scandales, tu as dit de nombreuses personnes qui sont allées en prison, notamment grâce à tes enquêtes. La première Mmh. question, c'est comment est-ce que tu t'es intéressé ou alors tu es tombé au fur et à mesure de tes enquêtes sur tous les réseaux pédocriminels et la pédocriminalité. Comment est-ce que tu es tombé dessus? C'est vraiment genre, tu as voulu aller sur ce sujet-là ou ça t'est arrivé dans le bec juste comme ça? Bah, déjà, d'aspect naïf, extérieur. Tu sais que ça existe, on t'entend souvent église et école quand même, souvent on te le dit, voire un peu campagne, et cetera, et en fait, on oublie le sport. Moi, ça fait maintenant 4 ans, et là, ça me tombe dessus, mais alors complètement par hasard, après une vidéo YouTube, avant les élections de la fédération haïtienne de football, où c'était une parodie, c'était dirigé, on va dire, par une famille, un clan, une famille Jean-Bart. Il y a plus de 20 ans que le patriarche Yves Jean-Bart, donc Didadou, était à la tête. Et si tu veux, je fais une vidéo pour parler des trafics, corruption, lié à un cartel de drogue et d'armes aussi, hein, c'est pas drôle évidemment, ça s'appelle La Familia. Bref, je parle un peu des conditions, très compliquées et en fait, il accepte aucun opposant. Tu avais l'ancien capitaine de la sélection, André Lorenz, qui a voulu se présenter contre lui, on l'a traité de terroriste, enfin, bon, sauf que ça devient viral en Haïti. C'est-à-dire que les gens ont pris des bouts, tu sais, l'ont mis sur les Facebook et tout ça. Je suis invité dans certaines radios et cetera. Parce qu'en fait, personne n'a vraiment eu l'habitude de l'ouvrir contre, on va dire, ce patriarche du football haïtien. Alors les gens vont se dire le football, mais il faut pour qu'ils se rendent compte, ceux qui n'ont pas l'idée.
quand tu es président d'une fédération, que ça soit en France ou ailleurs, tu es l'un des hommes les plus puissants du pays. Mais clairement, ce sont que des gens ultra hauts et de partout. Par exemple, en Corée du Sud, c'est l'un des, mecs qui gère Hyundai, qui gère le foot aussi. Alors je peux te dire, mec, tranquille. Je parle au Niger là, le colonel Pelé, quand même un mec qui a participé à plusieurs coups d'État. Enfin, tu vois, on n'est pas sur des rigolos. Là d'ailleurs, pour la petite anecdote, le président qui était en Chine, là, il vient de se prendre, condamnation aujourd'hui, hein. Prison à vie. Parce que plus de 10 millions d'euros de pots de vin, il avait accepté, et cetera. Bon, évidemment, soutenu par les instances du football mondial. Donc, je rappelle que ce sont des États. Dans les États, ces fédérations-là ont un pouvoir incroyable. Et que souvent, on a tendance à voir, oh, le sport. Non, non. En fait, et c'est un des problèmes qu'on a en France, c'est qu'on a tendance à trop dissocier le corps de l'esprit et à se dire, oh, c'est du foot ou c'est du basket. Non, 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 en fait, c'est pas du tout ça. C'est tu parles de gens qui ont des lois pour eux, qui souvent échappent à la plupart des lois et qui ont un pouvoir politique dingue. Je rappelle juste pour terminer que le président de la FIFA, M. Infantino, est invité à tous les G20 depuis celui organisé en Argentine par Mauricio Macri, qui avait obtenu le poste à la Casa Rosada après une carrière dans le football, puisqu'il était président du club de Boca Juniors, donc l'un des deux clubs mythiques argentins avec River Plate, et que lorsqu'il a perdu, parce qu'il visait un deuxième mandat, lorsqu'il a perdu donc les élections, où il a été recasé immédiatement à la FIFA. Depuis, Gianni Infantino est partout. Et pour la petite anecdote, j'ai même entendu dire Jacques Attali dire tout le monde lui déroule le tapis rouge. Il a fait une devinette en disant vous savez qui on déroule le tapis rouge au G20 le seul qui peut l'unanimité bah oui, Gianni Infantino. Bon, bref, ça c'est pour montrer le pouvoir du foot. Donc, j'en reviens sur Haïti. Ça devient viral et là, je reçois vraiment des messages en me disant oui, c'est bien les détournements d'argent, mais tu oublies le principal, les abus sexuels. Que moi, j'ai aucune formation là-dedans. Au début, tu te dis c'est vrai ou pas parce que tu reçois 1, 2, 3. Sauf que bon, j'avais déjà du réseau en Haïti et là, les gars, ils me disent non, mais Romain, c'est sérieux. C'est sérieux. Et en fait, bon, tu remontes avec une fille, 2 filles, enfin, et une peur, mais incroyable. Et au début, moi, naïf comme un imbécile, je me dis: «C'est je peux pas gérer ça», ce qui est une réalité normalement. Donc je m'étais renseigné, j'avais vu que le président de la fédération de football afghane, il avait été banni à vie par la FIFA pour abus sexuels, parce qu'il violait ses joueuses dans une backroom dont lui seul pouvait rentrer avec des empreintes digitales. Je rappelle, c'était un ancien chef de guerre qui avait notamment accompagné Oussama Ben Laden à un moment, il s'en vantait. Financé pendant quasiment 20 ans par la FIFA, je ne sais pas pourquoi la FIFA n'est pas aujourd'hui poursuivie pour complicité de terrorisme, mais bon, c'est encore autre chose. Donc, à partir de là, je me suis dit: «C'était sorti dans le Guardian, je vais contacter le Guardian, pour faire le truc», tu vois? Ça me paraissait, la seule chose à faire parce que bon, moi je suis pas juge ni policier et dans le même temps, comme un imbécile, je me suis dit: «Bah, quand même, faut que j'alerte la FIFA quand même parce que moi je ne sais pas quoi faire à ce moment-là». Donc, je parle à monsieur Will, un mec de la FIFA, un mec qui travaille dans le département médical. Il me dit: «Oui, il faut une totale confidentialité et cetera». Je te jure que c'est vrai. Je te jure qu'elle est vraie. Le lendemain, parce que j'avais des gens quand même à la fédération. Le lendemain, ils ont appelé tout de suite en Haïti pour les prévenir. Le mec qui a prévenu, c'est le bureau de Véron Mossengomba, un des hommes de confiance de Infantino, qui aujourd'hui est secrétaire général de la CAF, la Confédération africaine de football. En disant: «Ouais, il faudra prendre un avocat et cetera et tout». Donc là, j'envoie un mail que j'ai encore qui est d'une diplomatie, comme souvent avec moi, pas très diplomate, en leur disant: «Mais what the fuck are you doing? What the fuck are you» mais j'en ai rien à cirer, ça peut être la FIFA ou machin, j'en ai rien à cirer. Donc je dis: «OK, c'est ça? On va le sortir». C'est comme ça que ça sort. Et donc, arrive ce cas-là, qui sera mondial, avec d'autres dirigeants impliqués et le pire étant, comme je l'ai pu dire dans Josimar, c'est qu'en fait, les gens de la fédération haïtienne, ils prostituaient les joueuses, les employés et les arbitres quand les officiels venaient. Car l'un des plus grands officiels du foot a même fait un gamin une joueuse. Même le président, l'ancien président de la FIFA, il y avait une employée, on lui a pas donné trop le choix, hôtel Oasis, et je peux te dire, parce que je connais même les gens qui ont ramené le Viagra au mec. Et le lit était double, il y a pas tellement, si tu veux, on lui a fait comprendre, tu as pas tellement le choix, cocotte, hein. Il y en a une qui avait refusé parce qu'elle a eu trop peur de la réaction de son mari et elle, elle y est allée. Elle a pas vraiment le choix. Donc tu parles d'un des potentiellement plus gros scandales de l'histoire sportive, parce que là, tu es au-delà du tu es sur de l'exploitation sexuelle quand même à un niveau incroyable. Je rappelle que plusieurs filles mineures ont avorté aussi dans ce centre, financé par la FIFA et cetera et tout. Je te parle même pas des détournements aussi d'aide humanitaire après le tremblement de terre en Haïti, parce que là aussi on a été Yémen. De toute façon, pays magnifique qui a été appauvri par énormément de gens de mentalité douteuse. De Il faut le corruption. dire. Mais pas que, c'est une tragédie l'histoire de ce pays. Alors que Ouais. c'est un pays magnifique. Même pas un pays pauvre, c'est un pays qui a été appauvri. On pourrait parler du rôle des Clinton, des Américains, des Français, enfin plein de choses. Mais ça je dépasserai mon cas. Et donc pour te dire, en fait, l'impact a été tellement mondial que d'ailleurs j'ai été contacté. C'est comme ça que je fais le basket au Mali, dans le New York Times, qui sera confirmé, et cetera. Plusieurs mecs ont été suspendus, président, vice-président, secrétaire général, 2 coachs pour avoir couvert, et cetera, notamment un coach qui s'appelle Amadou Bamba. Ensuite, il y a le dossier du Gabon qui est un autre dossier, là et après tout seul,
C'est-à-dire avec ma page Facebook, je me suis démerdé pour faire le taekwondo gabonais, le tennis gabonais, tout le monde en a rien à cirer, qui ont abouti également au fait que Dandy Poitiers et le maître Chaka sont aujourd'hui restés en famille, donc dans la prison à Libreville et on parle de viol sur des gamins et gamines depuis 20 ans. Donc si tu veux, derrière, en fait, ça s'enchaîne et que je te dise quoi? J'ai fait la Mongolie, j'ai fait la Barbade, j'ai fait la France évidemment, dans le football, où je me suis évertué pendant très longtemps à expliquer tout ce qui se passait dans cette fédération, pas uniquement sur mineurs, avec des articles, des vidéos, tout ce que tu veux et au final, quand tu vois aujourd'hui le travail qui a été fait depuis quelques mois, enfin c'est fini maintenant par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les dysfonctionnements des fédérations sportives, tu peux lire dans le bilan qu'ils se sont énormément appuyés sur mes travaux. Mais bon, comme m'aurait dit l'équipe, lanceur d'alerte ou complotiste? Donc si tu veux non, mais si tu veux, à ce point-là aussi, s'ils avaient mis la même énergie, pour combattre, certaines choses, que j'estime que là, c'est pas il y a même pas à être politisé ou être dans l'ego journalistique. Là, on parle de vie humaine quand même. Alors bon, aujourd'hui, est-ce que je sais que des propositions de loi en France, faire évoluer certaines choses et qu'au final, bah, tout ce travail, tout le fait d'avoir martelé, parce que je me suis vraiment tu vois, j'ai fait des cas aussi en Côte d'Ivoire, Zimbabwe, Zambie, Colombie, Salvador, Costa Rica, je réfléchis. Enfin bref, je me suis vraiment tu vois? Et c'est publié dans quand même pas mal de médias. Pour te dire, la Barbade, par exemple, ça m'a pris 6 mois. Tiens, Sierra Leone aussi, donc j'y suis. Et bah, au final, tu as quand même aujourd'hui des négociations toujours ouvertes pour un centre international contre les abus dans le sport. Alors, ce projet n'est pas totalement fini, qui se base sur les enquêtes de l'Afghanistan et Haïti, et aujourd'hui du Gabon. Et dans le même temps, tu as certains pays, dont la France, où on a des propositions de loi qui sont en train de changer sur les abus dans le sport. Et je sais très bien que c'est par rapport au fait d'avoir martelé peut-être comme un taré. Et voilà. Et si on arrive à faire au bout ça, je pourrais être tranquille et faire autre chose de ma vie. Eh ben, c'est oui, ben, il y a beaucoup, ça c'est Ça presque m'est tombé dessus. oui, bah, je vois et puis, du coup, ben, la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas baissé les yeux, ni le regard et tu as fait ton boulot, jusqu'au bout et ça on pourra Piégé. et puis Parce qu'on m'a filé plein de fausses affaires aussi, des faux noms, des ci, des là, oui, il attention, faut hein. toujours vérifier, voilà, faire son travail correctement jusqu'au bout avec, est-ce qu'il y a eu des menaces? Ah bah, évidemment. Ah ben, on demande, hein, parce que pour les gens qui connaîtraient pas ce milieu, on dit que ça ressemble beaucoup à des Évidemment, il y a des pays mafias. où je peux pas mettre le pied. Il y a Ça des pays ressemble où je beaucoup peux à pas des mettre mafias, donc on pose la question, voilà. ce sont des mafias. Il y a des pays où je peux pas mettre le pied, notamment en Haïti. Au Gabon, c'est un peu compliqué, alors pas avec tout le monde, mais avec certains. Hem, oui, puis les menaces judiciaires, les procès, il y a même, bah, le hack, diffamation, toutes les campagnes alors j'ai tout lu sûrement. J'aurais été nazi, puis, frères musulmans, puis, c'est assez incroyable. Même mon compte en banque n'était pas au courant, influenceur, complotiste, si tu veux, j'ai tout, qui est assez génial. Donc non, ça et puis alors il y a eu les menaces sur ça évidemment. C'est plus des trucs, bon, on va te hacker, on va essayer de ça en fait, eux, ce qui importe, c'est savoir qui me parle. Et là où je suis fier, c'est qu'il y a aucun gars, parce qu'il y a eu beaucoup d'abus sur garçons, notamment au Gabon, et aucune fille qui a été découverte. Il y a 2 personnes qui ont été exfiltrées, qui étaient en danger de mort, une personne en Afrique, une autre en Haïti. Aujourd'hui, elles ont des nouvelles vies. C'est pas moi qui ai exfiltré tout seul, c'est moi qui ai mis en contact avec certaines organisations et tout. Donc si tu veux, je me dis: «C'est pas parfait, mais au moins, à mon maigre niveau, on a fait quelque chose» et Oui, je et suis fier. justement, et là, bah, on va tout de suite aller sur l'actualité également, parce que en plus de tout ce travail-là, le grand Jupiter Macron, premier du nom, a déclaré que 2020, 2024 pour la France, c'était l'année du sport. Et on a beaucoup parlé des problèmes au sein de la Fédération française de football, mais ce que tu as montré, c'est qu'il y a beaucoup de fédérations Oui. qui posent problème, et c'est pas uniquement dans le football. Notamment, tu avais fait un très bon dossier en ce moment sur. Tu travailles sur la fédération de lutte. Est-ce que tu peux en parler? Kickboxing, Muay Thai aussi, j'ai fait la lutte, ouais. Ah, si tu veux, sur la FFF, pour revenir une seconde, je crois que c'est en 2019 qu'on publie dans le New York Times exactement ce qui sortira quelques années. Si tu veux et sur mes vidéos donc bon. J'aurais même trompé parce que c'est tellement abominable et Emmanuel Macron qui a voulu la tête du président de la Fédération française de football, monsieur Le Graët, en fait, il a ordonné à Miloudea Castéra de faire le job. C'est pour ça qu'elle reste, hein. C'est qu'elle écoute, parce que son bilan est apocalyptique et son ministère, franchement, je te dis aujourd'hui, je me demande si c'est pas un ministère du crime et je te le dis honnêtement, d'incitation au crime. Je vais t'expliquer pourquoi concrètement. On pourrait trouver la terminaison, légale pour ça et dans un monde normal, tout journaliste politique devrait se saisir de ces affaires. Entre toi et moi, bien plus importante que, le fils d'Amélie Oudéa Castéra, je sais pas trop quoi là, dans l'école privée, je sais pas trop tellement suivi. Mais je trouve qu'on a fait des caisses pour au final entre toi et moi, rien. Je dis pas que c'est bien, attention,
Je dis que ce que je déterre dans le sport caché, ça n'a rien à voir. C'est On plus est sur important, une équipe. c'est plus important de savoir si son fils était dans telle école ou telle école ou qu'il a pas eu l'examen, etc. On s'en fiche un peu, quoi. Ça n'a pas eu d'importance sur la vie de gens. Je dis juste que quand tu caches ton ministère, je ne dis pas elle, de l'argent public détourné, des abus couverts. Je peux pas te dire trafic humain, mais je ne sais pas le terme, puisque comment tu dirais quelqu'un qui a un immeuble où il héberge des clandestins et il les exploite, il leur fait tout payer en cash. Que le ministère et le conseiller sport d'Emmanuel Macron, Cyril Morin, est au courant, parce que je l'ai prévenu, en donnant même l'adresse, et qu'il y a rien. Donc, vendeur, marchand de sommeil, on va dire ça comme ça, si tu veux. Donc, en termes de république bananière, terme qui m'a été donné par un cadre du ministère des Sports, qui me dit: «Je suis dans une république bananière», comme encore une fois, je fais que du sport. Oui, tu prends un peu peur. Mais en fait, elle est là parce qu'il faut mettre le couvercle. La consigne était claire. Emmanuel Macron veut que les Jeux olympiques soient l'apogée, on va dire, de son règne, ça comme ça. Il s'est acoquiné d'ailleurs avec tous les grands dirigeants sportifs internationaux, ce qui est souvent très mauvais signe, notamment Thomas Bach, le patron du Comité olympique international. Là, je sors un livre, que j'ai pas encore reçu au moment où on tourne ça, mais qui devrait être sorti au moment de cette vidéo, je pense, le 9 avril, qui s'appelle «Macron, l'Afrique, la FIFA, l'industrie du foot, volume 2». C'est un petit livre, 12 €. Et là, les gens vont comprendre à quel point on s'est servi du football, comment Macron a voulu se servir du foot et de la FIFA pour améliorer son influence en Afrique. Alors, petit spoiler, ça a foiré. Mais alors, de la manière dont ça a été fait, tu prends peur. Et donc, en France, l'accent a été mis sur la fédération de rugby également, avec le départ de Bernard Laporte. Mais Bernard Laporte et Noël Le Graët, donc deux figures du sport français, ils sont partis, mais les systèmes qu'ils ont engendrés sont toujours là. Au final, tu as rien changé, tu as changé une tête. Tu fais croire que tu as changé. Et la ministre des Sports essaye de se faire une campagne de communication à ce sujet-là. Évidemment, toutes les autres fédérations, alors là, rien du tout. Je te donne un exemple concret qui, moi, me choque. Le premier pourvoyeur de médailles aux Jeux olympiques, c'est l'escrime, historiquement, pour la France. Ça fait depuis 1 an et 3 mois qu'il y a une inspection du ministère des Sports sur la fédération d'escrime qui est en lambeaux absolu. Le président qui a démissionné, Bruno Gare, il y a quelques mois, et cetera et tout, sans expliquer vraiment les raisons. Il y a un trou d'à peu près 1 million, là, je te le donne l'info, et il y a plein d'autres choses. Alors, je ne savais pas que l'escrime, c'était aussi long pour faire une inspection. J'ai l'impression qu'on est en train d'inspecter, je ne sais pas, ils font peut-être une inspection du front en Ukraine, je ne sais pas, ou à l'est du Congo. Mais comment tu m'expliques que la fédération d'escrime, je ne sais pas combien il y a de salariés, allez, 20, et encore, je pense qu'il n'y en a pas 20. Comment ça fait 1 an et 3 mois et non, non, on est en audit. Attends, mais l'audit de quoi? L'inspection de quoi? Tu peux pas mettre autant de temps, c'est pas possible. Et tu verras, je le sens arriver gros comme une maison, ils vont rien publier avant les JO. Parce qu'il y a une consigne présidentielle, c'est vous mettez le couvercle. Le problème, c'est que quand tu mets le couvercle et que tu regardes pas le feu, il y a le risque que ça déborde. Donc on a eu la Fédération française de kickboxing, Muay Thai, discipline associée, il y a quelques mois que j'ai fait dans Blast, où là on parle de je sais pas comment ces gens, enfin, peuvent être en liberté, je te le dis honnêtement, beaucoup. Je donne juste un indice parce qu'en fait dans le sport en France, c'est simple. Vous avez une fédération, plus c'est discret, plus vous êtes tranquille. Vous recevez des subventions, de l'argent public et cetera, donc du ministère, mais également des fois de certaines régions qui vous aident, les clubs affiliés et tout. Donc vous invitez ces gens-là et cetera, vous les mettez bien en avant et tout et souvent avec l'ego, ça marche bien. Et également pour les meetings politiques. On rappelle que dans les meetings politiques de Valérie Pécresse, ces gens de cette fédération de kickboxing Muay Thai étaient là et on incitait à ce qu'ils prennent la carte et tout. Déjà, heureusement que ça doit être apolitique, enfin bref. Et le troisième point, c'est que tu vas t'acoquiner avec quelques personnes des ministères de l'Intérieur, c'est-à-dire des flics ou d'autres personnes. C'est le cas notamment de cette fédération. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en 2017, il y a eu une plainte contre ce monsieur de la Fédération française de kickboxing, monsieur Nadir Alouache. Bon, elle a disparu, hein. Et là, récemment, il y a eu une autre plainte et elle a encore disparu. Alors, ça doit être un heureux hasard, j'imagine, hein. Ça disparaît tout le temps. Et là, il y a une nouvelle plainte contre lui, je crois, pour coups et blessures d'une employée. Mais le ministère le garde. Il y a un audit qu'ils font aussi. Attention, il y a une inspection. Une inspection où les inspecteurs demandent aux gens si le blogueur Romain Molina n'est pas instrumentalisé. Donc, si tu veux voir un tel état de déliquescence du pays, à travers le sport, me fait flipper. Vis-à-vis de la lutte, je le fais simple. L'an passé, tu as le secrétaire général de la fédération. On parle d'une petite fédération, que les gens se rendent compte, hein. Officiellement 30 000 licenciés, en réalité, c'est pas ça, hein. C'est plus entre 22 et 24 000. Mais bon, tu verras que les chiffres dans cette fédération, tu t'arranges un peu comme tu veux. Fédération qui est toujours en plein de sauvegarde, puisque lors des championnats du monde 2018 à Paris, il y a eu un trou de quasiment 2 millions d'euros, hein. Mais pas de souci, aide exceptionnelle du ministère des Sports, donc de nous. Les gens seront contents d'apprendre qu'une partie de nos impôts a servi à financer les trous de la Fédération française de lutte et discipline associée. Bref,
Donc c'est géré par un ancien ministère des Sports qui a été élu, monsieur Lacaze, et le secrétaire général, au bout d'un moment, il se rend compte qu'il y a un souci. Et donc il écrit le 27 mars, je crois, 2023 à la direction à sa direction, direction des sports, en expliquant qu'il y a des soucis un peu avec l'argent. Pour preuve, la commissaire aux comptes n'a pas validé complètement les comptes de l'année dernière parce qu'il y avait 100 000 € de factures, bah, tu sais pas trop, et 42 000 € de frais de carte bleue, tu sais pas trop non plus. Bon, je passe sur en gros, le président et la DTN si tu veux, normalement il faut passer par exemple pour une note de remboursement, pour plein de choses, normalement ça doit passer par un conseil d'administration des fois. Oublie, oublie, c'est pas grave. Et j'ai un téléphone, déjà 110 € le forfait, je trouve que c'est cher, mais allez, je me le rembourse 2 fois dans le mois, tu vois? Tu sais, c'est vraiment du gain petit, quoi. Donc 110 €, 40 €, 80 € et cetera, tu vois, à chaque fois, les voyages, grande classe évidemment dès qu'il y a une compétition et tout. Bon, ça pose un petit souci. Et donc si tu veux, donc le ministère est officiellement alerté le 27 mars 2023. Quelle est la réponse du ministère, d'après toi, depuis 1 an? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vas-y, dis-moi, d'après toi, qu'est-ce qui a été fait? Ils ont fait un audit. Ah non! Ils ont enquêté sur le mec qui a alerté. Ils ont fait pire que ça. Le problème, c'est pas ceux qui braquent. Non, non, c'est celui qui a alerté. Un mec à 30 ans de boîte, au CV quasiment irréprochable. Et rien. Donc là, bah, il y a un courrier qui est parti au procureur de la République, article 40, évidemment, et à l'URSSAF. Hein, parce qu'on emploie des gens au noir, enfin, c'est une fédération. Je donne juste un truc pour que les gens comprennent. Les lutteurs, ils n'ont pas beaucoup d'argent, d'accord? Donc la plupart, ils travaillent à côté. Donc ils doivent prendre des jours pour faire les tournois, les stages, et cetera. Et après, derrière, la fédération leur donne des vacations. En tout cas, je pense que tout le monde comprend. Sauf qu'en fait, qu'un lutteur s'appelle Luc Zaneton, et ben en fait, il était tellement, enfin, c'est tellement foutu de sa gueule qu'à un moment donné, il a parlé sur BFM Lyon. Ah bah, le lendemain, on l'a payé. Ça faisait plus d'1 an qu'il attendait. Et tu as des mecs, des arbitres, des juges arbitres, des vacations de 2023, ils les ont reçues, je crois, il y a au mois de mars 2024. Par contre, les dirigeants, t'inquiète pas. Et l'appartement, et le restaurant, ah, t'inquiète pas. Et encore une fois, il ne faut rien dire parce que c'est la lutte, ce sera aux Jeux olympiques, et cetera et tout. Donc, excuse-moi, je te termine juste avec ça parce qu'il y a le taekwondo aussi où je ne peux pas résister. Le taekwondo, ils ont inventé des gens qui n'existent pas pour leurs élections. Et le ministère a dit oui, oui, oui. Donc, c'est la justice civile qui a dit il y a un problème quand même, on ne peut pas, ça ne peut pas Et marcher. ils ont fait une Moi, LR. Ils ont ça fait une m'énerve. LR. Ils ont fait voter les morts et compagnie. Bah, mais le ministère a dit c'est bon, pas de problème. Mais il y a une facture de 25 000 € de téléphone. Oui, c'est bon. Véridique, hein. Et là, tu vois qu'il y a quelques années, on avait démantelé un réseau de prostitution infantile qui touchait justement les gens du taekwondo. Les gens peuvent trouver facilement sur internet. Alors, une fédération incroyable aussi. Je pourrais te parler du karaté. Karaté aussi, c'est bonheur. Tu as un mec, il est là depuis 20 ans, il veut pas lâcher le pouvoir. Sauf que là, il peut plus. Donc, il est en train de faire une Medvedev. Il a pris le mec de la commission d'arbitrage, il devait faire le tour de la France aux frais de la Fédé, bien évidemment. C'est génial. Tout le monde a alerté sur les dérives. Le ministère, pareil, ne dit rien, pour une raison simple, c'est qu'on a dit politiquement que le karaté devait se coucher. On a un champion olympique de karaté, pas de force de l'âge. Non, pour te donner un truc qui, moi, m'a scandalisé, le karaté, quand même, discipline olympique, est quand même quelque chose, même en France. Le président de la fédération de karaté française, il n'est même pas venu défendre le dossier. Et les mecs au niveau international, ils ont dit, mais c'est la première fois que ça nous arrive. Le président de la fédération nationale, il vient même pas. Non, politique. Et derrière, on laisse tranquille. Je ne te parle pas du basket, qui est un autre sport. Alors là, on pourrait aussi en dire, qui est un ami de la ministre. Il ne faut rien dire. Non, non, Jean-Pierre Sutat, c'est bien. Hein. Pardon. Donc, si tu veux, on peut parler du tennis, on peut parler du tir. Alors, le tir, tiens, et que l'argent part dans des bordels à pute en Chine, etc. Ah, mais c'est génial, mais c'est génial. Mais c'est génial. Non, en basket, on peut notamment dire sur cette affaire avec Jean-Pierre Chouta, c'est qu'il y a eu l'élimination cuisante de l'équipe de France lors de la dernière compétition alors qu'ils avaient un super effectif. Et on a entendu les déclarations d'Evan Fournier, de Nicolas Batum, même de Boris Dio, hein, qui est dans le cadre, qui est rentré dans le coaching staff et le cadre de l'équipe de France hein, comme manager. On a entendu beaucoup de déclarations justement de dysfonctionnement à l'intérieur de la fédération, alors de la part de joueurs qui sont ultra respectés de par leur CV en équipe de France et en NBA, etc. Mais juste un truc. L'argentier du basket français, Alexei Fedorichev, un oligarque russe, un homme d'affaires, on va dire, il est sous sanction ukrainienne. On l'a publié dans Blast il y a un moment. En fait, ce qui m'a toujours tué, c'est que vu la position de la France sur l'Ukraine, elle est claire quand même. Elle est claire. Je m'explique comment lui, il a fait un appel devant la haute cour ukrainienne, pas de problème. Mais en attendant, tu m'expliques comment tous les mecs du basket français ne voient aucun problème, que le ministère des Sports et des Affaires étrangères ne voit aucun problème, à ce que l'argentier du basket français soit un oligarque, enfin un homme d'affaires russe sous sanction ukrainienne, parce que selon le NABU notamment, qui est
l'organe anticorruption en Ukraine et le gouvernement, il a quand même été placé sur la liste, il profiterait des crimes de guerre en Russie. En Ukraine, excuse-moi. Donc, en attendant son appel, évidemment, sachant qu'il a vu d'autres affaires, etc., on l'a publié sur Blast, au minimum, tu te dis, on va attendre de voir tout ce qui se dit. Ah non, non. Et dans le même temps, si tu es un joueur français et que tu joues en Russie, pas d'équipe de France pour Et toi. ça, c'est extraordinaire parce que quel est le, Sortez Jean-Pierre. quel est, Sortez. c'est extraordinaire parce que quel est le poste qui pose actuellement problème en équipe de France? C'est le poste de meneur. Et évidemment, c'est le cas de Thomas Hurtel, qui est un meneur de jeu extraordinaire au niveau FIBA européen, etc. Qui, justement, parce qu'il est parti jouer en Russie, s'est trouvé sanctionné. C'est absolument incompréhensible. Sauf qu'à l'époque, il y avait un problème de meneur, donc ils n'ont rien dit pour le championnat d'Europe. C'est le championnat d'Europe, championnat du monde. C'est le championnat d'Europe. Et voilà, il t'a losé une simple route. Puis entre toi et moi, franchement, il joue au basket. Il fait pas de politique, Il est Thomas Hurtel. un mec qui est plutôt honnête à ce niveau-là, il l'a dit. C'est la plus grosse proposition financière qu'il a eu au Zénith. Il est allé. Ça regarde. Franchement. Mais toi, dans le même temps, en France, tu prends l'argent d'un mec qui est sous sanction ukrainienne. C'est génial. Mais tu vois, encore une fois, je me rappelle, donc c'est Xavier Meunier de Blast avec qui j'ai fait ça. Il a contacté tout le monde, un ministère, personne ne répond. Okay. Également, pareil au niveau du foot et notamment du PSG. Alors, on n'est pas là pour refaire le CV du PSG, mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est de le voir comment Macron et pas mal d'élites, voilà, je fais le signe avec les doigts, hein, mais du gouvernement français l'ont utilisé comme vitrine géopolitique et commerciale, notamment avec pas mal de pays du Golfe, mais pas seulement. Écoute, moi, devant l'Assemblée nationale, parce que j'avais été auditionné en juin, Oui, oui, justement, raconte-nous cette histoire, voilà. j'avais été clair. J'avais dit, devant les députés, qu'il y a une compromission de certains services du ministère de l'Intérieur liés au Paris Saint-Germain, qui se fait contre des places, contre des maillots, et c'est là le pouvoir du foot, en fait. Contre ce genre de choses, d'accès, il y a des gens qui sont prêts à tout. Et donc, on rend des services. Et j'avais dit, et les gens peuvent retrouver, que le jour où ils auront l'accès au téléphone de l'ancien directeur de la communication du Paris Saint-Germain, M. Jean-Martial Ribes, ça va ouvrir des choses. Quelques mois plus tard, qu'est-ce qui se passe? Mise en examen de M. Jean-Martial Ribes pour divers chefs d'inculpation. Et là, on appelle ça tout ce phénomène des barbouzeries et tout. Tu te rends compte qu'il y a notamment c'était le vice-président de l'Assemblée nationale, je crois, M. Rançon, comme ça, qui rendait quelques services. En fait, le service, ça peut passer avec certains députés, avec certains, donc des mecs du RAID, BRB, ils ont des gens, des stupes, ils ont des gens dans tous les services quasiment. Il suffit d'une ou deux personnes. À un moment donné, ça peut être une aide pour une carte de séjour, pour un rendez-vous, pour une nationalité express, qui est quand même assez incroyable, c'est que le chef de cabinet de Nasser El-Khelaifi, qui est tunisien, dès l'ARF, il a obtenu une naturalisation en 2 ou 3 ans. Donc visiblement, il a des droits, les autres n'ont pas. Donc tu vois, des trucs comme ça, mais pour certains, ils vont dire c'est insignifiant. Ouais, un titre de séjour, un machin. Sauf que tu as eu l'affaire du cadeau fiscal, visiblement, il y a une enquête à ce sujet-là, potentielle liée à la venue de Neymar, le joueur brésilien, on parle de plus de 100 millions d'euros. Et en fait, le problème, c'est que tu n'as aucune frontière dans cette opacité-là. C'est-à-dire que pour le petit service, qui ne va pas changer la vie de grand monde, et le cadeau fiscal potentiellement à 100 millions, bah, c'est les mêmes méthodes. Et on peut se poser beaucoup de questions, parce que moi, je te le dis, et j'en ai parlé depuis des années, c'est ça qui m'a d'ailleurs posé le plus d'ennuis, très clairement. Tu as aujourd'hui en France des élites prêtes à beaucoup de choses. On l'avait déjà vu à l'époque quand même, sous le régime Sarkozy, je ne vais pas rappeler la Libye et qui finance. Mais le Qatar, qui est quand même roi du double jeu, selon les livres de Malbruno et Chesneau également, quand ils expliquaient la politique du carnet de chèques, qu'il y avait des gens importants en France qui venaient, qui voulaient en échange de certaines choses. Il y a toujours une contrepartie. Et la contrepartie, c'est de l'influence, c'est plein de choses. Parce qu'ils ont plus d'investissements au Royaume-Uni qu'en France, par exemple, le Qatar. Plus d'intérêt économique là-bas. Alors, je ne dis pas qu'ils n'en ont pas en France, mais comme d'autres. Et là, il y a eu, on va dire, depuis peu, il y a eu un petit revirement parce qu'il y a eu des tensions quand même entre le gouvernement Macron et le gouvernement de Timim, donc l'émir du Qatar, notamment lors du blocus, donc le Qatar. Mais on va être très clair, est-ce que c'est normal que lors de la visite de l'émir du Qatar, la France accepte la demande qatari de faire une immunité diplomatique spéciale pour le président de Paris Saint-Germain, Nasser El-Khelaifi, lors de cette visite? Il ne faut pas qu'il soit dérangé. Il a quand même aujourd'hui une quinzaine de chefs d'inculpation contre lui. Alors, on va attendre les finalisation des enquêtes avant de prononcer quoi que ce soit, mais on parle quand même de potentiellement séquestration et torture. Moi, j'avais posé une question à l'Assemblée nationale que je peux te reposer là, hein, que personne ne m'a répondu. Le personnel d'entretien de M. El Khalifi,
qui est quand même censé être l'image du Qatar en plus à l'international. Ce sont des Philippines qui sont venues en visa de tourisme. Déjà, il y a un problème, c'est pour qu'elles travaillent et elles sont où et pourquoi leur visa n'a pas été renouvelé? Pourquoi elles sont encore sur le sol français? Pourquoi elles ont fui? Non, mais ce serait intéressant de savoir ce qui est devenu de ces pauvres dames, qui avaient le droit à une bouteille de shampoing par mois à plusieurs et un coup de téléphone par semaine de 5 minutes. Moi, j'ai bien une idée de comment on appelle ça et si tu veux, la personne qui se fait emmerder, c'est moi. Là, on parle de plein de choses. Moi, je vais te dire, faut pas avoir peur des mots maintenant. On a placardisé, à raison, le régime saoudien vis-à-vis de l'odieux assassinat de Jamal Khashoggi, qui n'était pas le seul d'ailleurs à avoir eu des soucis, on le rappelle. Mais que dire d'un citoyen français, de deux même, condamné à mort par contumace à être fusillé par peloton d'exécution au Qatar dans un simulacre de procès? Que dit-on d'un Égyptien, Ali Salem, qui a également été emprisonné pour soi-disant des charges d'espionnage, qui était des gens importants de beIN Sport, donc qui appartient à Al Jazeera Sport, qui malheureusement, le pauvre, aujourd'hui, sa vie, il est sorti. Je ne sais pas s'il aura le temps, malheureusement, de voir 2025-2026. Quand tu vois tout ça, quand tu vois le destin de ces pauvres dames dont je t'ai parlé sur le sol français, et le silence de nos autorités, j'en veux pas au Qatar. Ils sont intelligents. Je ne pense pas qu'il y a une seule autre puissance, enfin puissance, c'est la France en est une, qui est capable de se vendre autant pour, à travers un club de foot, parce qu'au final, ça a été un cheval de Troie qui leur a permis de gagner une influence incroyable. On le voit également sur le partenariat avec le Rwanda, on pourra en reparler après. Et à ce prix-là. Moi, je vais te dire, il y a des gens qui ont travaillé avec les Qataris qui me disaient, quand tu corromps un Anglais, tu sors vraiment des grosses sommes. Un Français, il y a un mec qui a été mis en examen d'ailleurs pour ça, je ne vais pas donner son nom, mais qui m'avait sorti au téléphone, j'étais avec ma mère, dis-toi. J'étais en train de manger avec ma mère. Je dis, attends, je vais le prendre. J'ai mis sur haut-parleur pour qu'elle écoute. Et le mec me sort tranquille. Mais Romain, les politiques français viennent à moi pour que je leur donne. Ils viennent à la gamelle. Oui, mais Bruno Chesneau l'avait écrit déjà, hein. Donc, encore une fois, ça s'est calmé quand même petit du carnet de chèques, pas que évidemment qu'ils le font. Il suffit de voir aussi les affaires avec certains universitaires qu'on accuse aujourd'hui d'avoir pris justement de l'argent ou divers avantages en nature pour défendre quelque chose, et après tu peux tout remettre en question, et c'est problématique, alors que non, tu as des gens encore très bien. Il ne faut pas tomber non plus dans une critique bête et aveugle uniquement du Qatar. Le Qatar défend des intérêts, tu n'aurais jamais cru aussi gros, et tu as une certaine partie des élites françaises qui l'acceptent avec joie, qu'elles soient médiatiques, politiques ou financières. Bon, après, si tu vas me dire c'est du business, mais je sais pas, moi je te reparle de vie humaine, de ces pauvres dames dont je t'ai parlé. Oui, Voilà. et on parle beaucoup du Qatar, de l'Arabie Saoudite, ce genre de dossiers qui sont aujourd'hui C'est bien, hein. assez connus, mais tu as déjà commencé à l'évoquer rapidement, et c'était justement sur ma liste de questions et de sujets. Il y a un pays que ici on connaît bien, hein, au cercle Aristote, parce que ça fait quand même plus de 10 ans, hein, depuis que la chaîne existe, qu'on parle régulièrement de ce sujet, qui est le Rwanda, avec à sa tête le boucher des Grands Lacs, Paul Kagame, qui on en parle moins, mais qui a une vraie diplomatie et influence par le sport, justement, notamment en Afrique, mais pas que, hein, dans le monde entier. Est-ce que tu peux en parler parce que tu as beaucoup travaillé sur ce sujet-là, et on salue d'ailleurs nos amis Charles Nana et Patrick Mbeko, qui ont notamment beaucoup travaillé sur ces sujets, mais toi aussi, tu étais intéressé par ça, et plus tu creuses, plus tu trouves des trucs incroyables. Écoute, le Rwanda est devenu le principal hub, la principale plateforme sportivo-diplomatique en Afrique. Alors, il y a plusieurs points, il y a trois axes majeurs, le cyclisme, le basket et le football. Cyclisme, où les championnats du monde 2025 se dérouleront à Kigali avec le plein soutien du patron de l'UCI, l'Union cycliste internationale, qui est monsieur David Lapartien, un homme politique français. Je crois qu'il est LR, non? Si je dis pas de conneries. Je sais pas, Et mais surtout, ils sont à 10 kilomètres de chez moi, donc donc, c'est surtout le patron du comité olympique français également, David Lapartien, et qui est annoncé comme l'un des favoris à la succession un jour de Thomas Bach, le grand Manitou du comité olympique international. Donc David Lapartien qui avait défendu publiquement le choix du Rwanda à ce niveau-là donc, pour le cyclisme, avec le Tour du Rwanda également. Et tout. Kagame, évidemment, alors je ne suis pas non plus
super, je vais juste parler de ce que je connais un peu à travers le prisme du sport. Je vais quand même le rendre gloire sur une chose, c'est qu'il a rendu sa capitale Kigali aux standards internationaux. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'organiser de très grands événements avec les plus hauts standards, en termes d'accueil, en termes de logistique et en termes de structure. Combien de pays d'Afrique centrale sont capables de le faire? C'est simple, il y en a pas. D'Afrique de l'Est, j'en vois pas. Peut-être la Tanzanie, aujourd'hui, à Dar es Salaam, je pense que c'est possible. L'Ouganda, c'est mort. Le Kenya, c'est mort. La RDC, c'est le plus gros gâchis du continent. Brazza, bon, ils ont fait les Jeux africains, tu me diras, mais à ce niveau de régularité, non. Donc ils ont une capitale qui est très fonctionnelle. Alors certains te diront que c'est au détriment de l'arrière-pays. Je suis pas assez expert à ce sujet. Par contre, et c'est vrai qu'il est à noter, c'est qu'il a tout compris Kagame. C'est-à-dire qu'il a fait une grande diplomatie sportive, parce qu'il a compris que quand tu fais ça, tu existes au niveau international et tu vas redorer ton image. Et il est ami avec tous les responsables sportifs internationaux. En 2018, il y a un documentaire, enfin un public documentaire, je ne sais pas ce qu'on va dire, qui s'appelle Rwanda Royal Tour, quelque chose comme ça, fait par un journaliste de renom américain. Vous m'excusez, je n'ai pas le nom. Et dedans, tu le vois au Rwanda, sur un terrain de basket, il t'explique qu'il est fan de NBA, qu'il aime beaucoup Golden State en ce moment, il met quelques paniers. Bon. Quelques mois après, en août 2018, il y a un camp NBA qui s'organise à Kigali. Tu vois les responsables de la NBA et de NBA Africa qui arrivent. Et donc, tu vois Kagame qui se met en scène pour la jeunesse, tatati, tatata. Et de là, on va commencer déjà les premières négociations pour ce qui deviendra la BAL, la Basketball African League, qui est donc l'idée d'exposer le basket africain au niveau continental, financé par la NBA et organisé conjointement par la Fédération internationale de basket. Avec toujours cette idée, l'Afrique, développement. Tu vois ce que je veux dire. 2019 encore, Kagame est invité par la NBA, donc il va au All-Star Game, et également en demi-finale de play-off de la conférence Ouest, Golden State ou Houston, je crois, où on lui réserve des places, lui et sa demi-douzaine de personnes autour de lui, garde du corps, etc. Et quand tu lis les rapports de l'époque, ils te disent c'est comme si c'était Beyoncé ou Rihanna. Hein. C'est-à-dire que voilà, Kagame, il a cette connexion-là. Ensuite, la Basketball African League va prendre forme. Elle aura comme sponsor principal Visit Rwanda, cette fameuse marque qui est donc là pour donner de la visibilité au pays afin d'en faire une destination touristique. Selon les chiffres du gouvernement rwandais, le tourisme aurait énormément monté suite à toutes ces campagnes qu'on va un peu détailler. Des chiffres contestés potentiellement parce que venant simplement du gouvernement rwandais. Ce qui est sûr par contre et ce qui est incontestable, c'est que le Rwanda, de par ça et notamment sur un public sportif, où tu vas voir, ils ont une stratégie très intelligente en captant un public notamment anglophone, maintenant ils sont membres du Commonwealth comme on le rappelle, et ben, ils ont réussi à se donner une bonne image, à mélanger ça avec un tourisme de haut de gamme, c'est-à-dire notamment sur les gorilles, où tu as, attends, si tu me permets, parce que je l'avais noté quelque part, je vais te le retrouver, le prix qui était absolument assez délirant, voilà, je l'ai là, écoute bien, pour visiter, pour avoir le permis pendant 1 heure, pour aller voir les gorilles, etc., c'est 1 500 €. Je te laisse imaginer ça. Donc, on est sur du tourisme très, très haut de gamme, comme on l'a vu, et qui globalement marche. On rappelle qu'ils ont fait quoi également? Ils ont fait un autre truc qui est le partenariat avec Arsenal en Angleterre, donc un grand club londonien. Et là, ils ont fait aussi avec le Bayern Munich en Allemagne, mais il y a également un autre club qui est un partenariat privilégié, c'est le Paris Saint-Germain. Et là, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce qu'en fait, c'est un partenariat politique où on parlait tout à l'heure que le Paris Saint-Germain était un cheval de Troie et était un argument très, très, très important pour le Qatar. Et bien là, on va le voir. Je tiens à rappeler d'ailleurs au passage que je n'ai pas donné le chiffre, que chaque année, le Rwanda donne par exemple 10 millions d'euros à Arsenal pour avoir le Visit Rwanda. Ça coûte quand même assez cher, mais bon, eux, ils disent qu'ils s'en sortent. Donc, ce qui s'est passé, voilà, je suis là, je vais me citer, ça ira plus vite. Avec les joueurs du PSG, d'Arsenal, du Bayern, donc des stars, ils vont organiser des séjours, évidemment, sur les réseaux sociaux. Donc, ils vont vanter la faune et la flore rwandaise comme les gorilles de montagne. Voilà, c'est une espèce en danger d'extinction d'Afrique centrale. Ils ont aménagé notamment le parc national des volcans au nord-ouest du pays, et c'est ici où tu as cette heure et demie, le permis à 1 500 €. Et donc, en plus de ça, de toute cette campagne publicitaire, où également, je crois qu'il y a le café, parce que je crois que c'est le café que tu peux boire spécialement au Parc des Princes, etc., du Rwanda. Mais surtout, et ça, c'est le plus important, tu as des partenariats qui ont été passés de manière assez incroyable entre le Qatar et le Rwanda, notamment sur le nouvel aéroport international de Kigali, qui est en train de se construire, c'est à une quarantaine de kilomètres de la capitale. Le Qatar à 60%. Et il y a des négociations actuelles sur
Rwanda Airways. Air Rwanda, j'ai perdu le nom exact de la compagnie aérienne rwandaise, m'en voulez pas, pour que Qatar Airways récupère des parts. Et dans le même temps, Qatar Airways a fait son premier hub en Afrique, à Kigali. Je rappelle également, et ça c'était assez drôle, je crois qu'il y a eu un prix de l'anticorruption qui avait été donné à l'émir du Qatar ou à des gens qatarais importants, et ça s'était fait à Kigali également. Mais très, 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 ils sont très, très proches. Et donc, on voit, parce que le Qatar avait quand même du retard sur certains investissements en Afrique, notamment comparé aux Émirats, et bien que quelque part, le Qatar a été leur porte d'entrée. Leur porte d'entrée a été rendue possible par quelque chose qui intéresse également le régime rwandais, qui est la visibilité offerte par le Paris Saint-Germain. C'est pour ça qu'à la fois, tu as la visibilité sur le marché anglophone, tu le récupères également sur le marché francophone, et tu sais qu'en plus, au moment où le deal est signé, tu as des stars planétaires, Neymar, etc., qui te permettent d'accroître ta visibilité au niveau mondial. Et derrière, tu fais quoi? Tu fais du business, parce que le Rwanda, évidemment, cherche aussi quelques fonds. Et si tu veux corréler tout ça, in fine, on rappelle ce fabuleux deal géré entre le Royaume-Uni et le Rwanda lié aux migrants. Où je rappelle que quand certains se font. Attends, je vais me citer parce que je ne vais pas dire d'erreur, parce que c'est quand même assez important. Et tu permets une petite seconde que je le regarde bien. Voilà. En 2022, il y a eu un traité pour transférer les demandeurs d'asile venus en bateau pneumatique au Royaume-Uni afin que leur demande d'asile soit évaluée au Rwanda. Ça avait été jugé illégal par la Cour suprême britannique, mais les deux nations ont paraphé un nouvel accord il y a quelques temps. Donc je te laisse imaginer où on en est, et c'est là où ça te montre que le Rwanda est plus que partie, évidemment, du système sportif et diplomatique international. Eh ben, c'était très intéressant, hein, comme toutes Et tes... également un mot sur, dans le milieu du sport, sur ce qui se passe au Oui, bien sûr. M23 et autres à l'est de la RDC, même si je tiens quand même à tempérer, cette région, l'Est, c'est un fourre-tout pas possible. On remarque qu'il y a plusieurs groupes dits d'opposition ou dits terroristes pour certains États, que ce soit burundais ou ougandais, qui sont là, et c'est quand même un peu plus complexe des fois que certains raccourcis que je peux lire ici et là. Mais c'est pour ça justement qu'on t'invite. Dernière question, dernier sujet. Au niveau, on a beaucoup entendu parler l'année passée justement du conflit, et même au début d'année, hein, du conflit au Yémen, notamment avec ce qui s'est passé avec les Houthis. On sait que c'est un sujet qui te tient, oui, qui tient à l'heure justement avec ce livre, hein, que tu as sorti. Est-ce que tu peux en parler justement? Ça, on finit avec un finit avec un peu de pub Ouais, justement de ce livre avec ton co-auteur. Est-ce que tu peux nous parler un écoute, tu peu de une ton enquête au Yémen qui sort un peu du domaine du sport en ah tout ouais, cas, voilà. Et puis en fait, j'avais eu la enfin, déjà, je m'intéresse un peu à tout, ce qui se passe ici et là, enfin à tout. Sauf que je trouve que c'est intéressant d'approfondir, et puis c'est aussi une remise en question, parce que tous mes livres, ça a été ça au final. Je me suis jamais contenté de faire, ce que je savais faire. Tu vois, c'est quelque part intellectuellement, c'est assez stimulant. D'ailleurs pour ceux que ça intéresse, hein, qu'ils hésitent pas, parce que c'est le fond et la forme, et moi ma méthode c'est simple, c'est que si je peux parler là aujourd'hui de certains sujets, c'est qu'avant, j'ai travaillé, mais travaillé. C'est-à-dire que moi je vais interroger les gens surtout, je vais les retrouver. Parce que si c'est pour faire du Wikipédia, je ne sers à rien. Mon avis, on s'en fout. Mon avis, on s'en fout. Il a quelle est la plus-value de mon avis? Bah, aucune. Parce que c'est pareil, il y en a qui disent: «Oh, je connais ce sujet». Est-ce que tu es vraiment sûr de le connaître? Tu vois, par exemple, là, on parlait de l'est de la RDC. J'ai quelques notions, mais je suis pas un spécialiste. Donc je peux te parce que moi, je suis surpris parce qu'en effet, le Burundi chasse un groupe qui considère d'opposition, qui est à l'est du Congo, et cetera. Il y a plein de choses comme ça aussi. Il y a des gens qui connaissent bien mieux que toi. Le but, quand tu fais, par exemple, le Yémen, donc un sujet qui paraît un peu étranger, j'ai quelques notions, je vois un peu comment ça se passe. D'aller retrouver les gens. Donc je travaille avec une Yéménite qui s'appelle Boutaïna Farouk, et on a essayé aussi de le rendre attractif, c'est-à-dire dans la manière dont c'est écrit. Il ne faut pas que ce soit pénible, tu vois? Donc il y a plein d'entretiens et tout, parce que c'est comme un roman, si tu veux, sauf que c'est des histoires réelles, qui commencent par l'histoire d'un champion de kung-fu qui va périr, en Méditerranée. Enfin, c'est que sur les 3 premiers chapitres pour faire, on va dire, pour expliquer un peu la situation à travers son histoire personnelle. Ensuite, on va redescendre dans le passé, parce que tu peux pas expliquer ce qui se passe sans comprendre vraiment le passé. Et ce pays qui a été, comment te dire? Depuis l'unification du Yémen, au début des années 90, parce que je rappelle qu'à l'époque, tu avais le Yémen du Sud et le Yémen du Nord, le Yémen du Sud étant le seul régime arabe marxiste, où d'ailleurs, entre camarades, ils sont quasiment tous tués. La nuit des longs couteaux à Déni, on va dire ça comme ça. Et avant, je rappelle que le sud du Yémen était sous protectorat britannique, notamment à Aden. Et à Sanaa, la capitale actuelle dans le nord, ça a été pendant des siècles un imama de confession zaïdite, qui est une branche du schisme. Ensuite, bon, tu as énormément d'assassinats entreprenants, enfin, c'est assez compliqué. Et puis arrive au pouvoir un jeune colonel illettré qui s'appelle Ali Abdullah Saleh, que tout le monde a dit: «Mais le mec, il est complètement fou, là, il y en a 3 qui viennent de mourir entre le nord et le sud en un an, combien de temps il va durer?» Sachant qu'il ne faut jamais oublier que l'Arabie Saoudite, le voisin, voit toujours le Yémen comme une espèce d'arrière-cour.
Donc il faut ni qu'ils soient trop riches ni trop pauvres pour garder, on va dire, une certaine stabilité. Enfin bon, ça c'est compliqué. Plus le côté tribal, il y a plein de choses à dire. Finalement, il y a Abdullah Saleh qui va faire une stratégie très simple, c'est de diviser pour mieux régner, et lui-même disait qu'il dansait sur la tête des serpents, c'est sa manière de gouverner le Yémen. Va rester plus de 30 ans au pouvoir. C'est lui qui va couronner l'unification. Et en fait, il va peindre le Yémen comme le dernier bastion des havres du terrorisme. Il y a un livre d'ailleurs à ce sujet-là de Gregory Johnson à ce sujet, The Last Escape, je crois que ça s'appelle, sur le Yémen. Et en fait, j'ai découvert un truc assez fou. Je me rappelle, j'en ai parlé avec Gerald Feuerstein, donc, qui avait été nommé par Obama, je crois que c'était Obama qui l'avait nommé, en tant qu'ambassadeur au Yémen. Bon, quelqu'un d'officiel. On peut pas. Et à un moment donné, je lui dis, parce que si tu veux, au Yémen, il y a toujours le double jeu d'Al-Qaïda avec les autorités. Mais tu ne pouvais pas le prouver. Il y avait des évasions suspectes. En fait, tous les mecs d'Al-Qaïda dans la même cellule, ils creusent un tunnel de 140 mètres qui débouche dans la mosquée voisine. Bon, on n'en aurait pas vu ça. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Et en fait, il y a une anecdote qui m'avait marqué, c'est que je crois que c'est en 2006 ou 2007. Et c'est là où il y a la plus basse activité d'Al-Qaïda au Yémen. Donc Saleh va à Washington, comme d'habitude, parce qu'il y a des aides, forcément. Et il rentre quasiment bredouille. Et il vire pas mal de conseillers économiques dans l'avion qu'il va récupérer après. Et un mec très haut placé du gouvernement, il m'a dit: «Bah oui, mais c'est simple, pas d'Al-Qaïda, pas de subvention. Donc il faut toujours qu'il y ait un peu d'Al-Qaïda». Et si tu réfléchis pour légitimer tout, on a tous besoin d'Al-Qaïda. Pas moi, hein, mais certains belligérants. Et donc en fait, on a peint le Yémen comme ça, et c'est vrai qu'en 2010-2011, c'est une réalité, puisque tu as quasiment la déliquescence, on va dire, de la branche saoudienne, notamment par le ministère de l'Intérieur et Ben Naïef. Donc en fait, ils vont fusionner la branche yéménite et saoudienne pour créer AQPA, Al-Qaïda, dans la péninsule arabique, où ils vont se réfugier notamment Al-Qaïda, avec notamment des frères saoudiens et tout. Bref, on explique un peu tout ça. Et donc, si tu veux, quand va commencer la chute du régime de Saleh, et anecdote, la communauté internationale pense que tout va bien grâce à un tournoi de foot. Ils organisent la Coupe du Golfe au Yémen, et tout le monde avait des doutes sur sa capacité à régner, et ça se passe super bien. Tout le monde dit en fait, ça va, il contrôle. En fait, pas du tout. Ensuite, tu as la révolution yéménite qui rapidement, malheureusement, sera politisée. Et ensuite, il devra laisser le pouvoir à son vice-président Hadi et tout. Sauf qu'en fait, lui, il va s'associer par derrière avec les Houthis, ces fameux Houthis qui étaient au nord, qu'il avait combattus lors des 6 guerres de Saddam, donc c'est au nord du Yémen. Et en fait, les anciens ennemis s'allient et vont récupérer le pouvoir. Enfin bref, je te le fais très simple. Et pendant ce temps-là, la communauté internationale était sur un truc, le terrorisme. Et en fait, ne prenait pas en compte les dynamiques locales et yéménites. Donc, tu as eu du dialogue national entre toutes les parties qui, au final, n'aboutissent pas vraiment. Parce que tu avais aussi un problème dans le sud où tu as un sentiment d'ostracisation. Et va arriver cette guerre, qui est une guerre civile, qui s'est transformée en régionale, puis qui s'est internationalisée depuis, dont tout le monde se contrefiche. On en a presque parlé uniquement quand un citoyen. En fait, il a fallu qu'un citoyen saoudien soit découpé en morceaux, paix à son âme, dans un consulat en Turquie, pour qu'on s'intéresse au Yémen par le prisme de l'Arabie Saoudite et des crimes de l'Arabie Saoudite, qui, je vous le rappelle, est appelé par le gouvernement yéménite légitime quand ils t'ont fait botter le cul. C'est pour ça qu'ils viennent. Donc, c'est un chien lit avec beaucoup de profiteurs de guerre. Et la plus grosse erreur de la communauté internationale, qui a voulu s'immiscer comme pas possible, c'est-à-dire que la France devait gérer la nouvelle constitution. En fait, chaque grand pays devait gérer quelque chose. Sauf qu'il y avait des soucis, puisque l'ambassadeur américain de l'époque me raconte quand même. Les Français étaient paniqués à l'idée du fédéralisme, parce que vu que Total est le premier partenaire économique du Yémen, dans des conditions, bon, c'est dans le livre, je ne vais pas me spoiler, mais on est au-delà. Je ne comprends même pas que ça n'a pas fait un scandale national, mais bon, pas grave. Et bah, les ambassadeurs, ils blaguaient en disant: «Bah ouais, ils veulent pas du fédéralisme, parce qu'autrement, au lieu de corrompre un ministère du pétrole, ils vont devoir en corrompre 4 ou 5, les Français». Ça, c'est l'image que la France a au Yémen quand même, hein. Bon, et ben, on a vu le terrorisme, on a oublié les dynamiques. Et aujourd'hui, c'est inextricable. Aujourd'hui, il y a pas de littéralement, il y a pas de solution. J'entends, oui, la paix. Tu vas faire la paix comment? Les Houthis là, qui se font passer pour des révolutionnaires, hein, on va se calmer. Révolutionnaires, juste ce qu'ils font à leur population, sauf qu'eux, ils sont opportunistes, en fait, ils arrivent très bien à saisir chaque événement, notamment ce qui se passe en Palestine et autres. Écoute, il y a tellement d'anecdotes et de crimes alors que c'est un pays qui est magnifique, des gens magnifiques. C'est une des plus belles civilisations du monde d'ailleurs. Oui, Faut le bien dire, sûr, bah, hein. le long de la mer Rouge, et cetera, avec la culture de l'encens, L'Arabie heureuse, enfin l'Arabie fertile surtout. C'est terrible. Donc si tu veux, on a interrogé tellement, tellement, tellement de gens, il y a eu tellement de documents. Par exemple, il y a le détournement des aides humanitaires, comment le World Food Programme, donc qui est l'un des programmes alimentaires de l'ONU, a implanté et a ramené de la nourriture qui était périmée, qui était avariée, on a empoisonné des gens. Il y a un business qui s'est fait autour du Yémen, et pareil, de la même manière que je te disais, pas de terrorisme, pas de subvention.
Aujourd'hui, tous les belligérants, on combat Al-Qaïda. Les Émirats, ils interviennent dans le flux parce qu'on combat le terrorisme. Hein. Les Houthis, on combat le terrorisme. En fait, tous ils combattent le terrorisme. C'est fou quand même. Hein. S'il n'y avait pas d'Al-Qaïda, bah, ils seraient bien embêtés. Parce qu'il faut toujours un méchant. Et nous, on tombe dedans. Et le dernier point qui est quand même, à mes yeux, incroyable, je t'avais parlé de cette caisse noire. Et tu remarqueras à quel point la famine et la misère, ça fait du business. Bah oui, c'est pour ça que. Pas de terrorisme, pas de subvention. Pas de famine. Rappelle-toi les campagnes de l'ONU en montrant des enfants rachitiques et squelettiques yéménites, ce qui est aussi une réalité, il ne faut pas le nier. En disant le Yémen est en famine, il faut donner, il faut donner, il faut donner. Je ne me rappelle plus, mais les chiffres sont dans ce que j'ai obtenu les documents. C'était des chiffres records pour donner de la nourriture périmée aux gens, qui se fait refuser au contrôle des douanes. Enfin, je ne sais pas si tu appelles ça les douanes, c'est, tu sais, ce quand c'est au port, les fraudes, ouais, juste les fraudes, tu vois. J'ai les papiers de ça en arabe, hein, parce qu'elle était avariée déjà. Et en fait, c'est tout le processus de l'aide humanitaire, et notamment alimentaire, qui est en fait continue de mettre les gens dans une situation de demande, c'est-à-dire une situation de paupérisation, et en aucun cas d'élévation, qui est désastreuse pour les économies locales, mais on continue de faire ça. Et pour l'anecdote absolument incroyable, l'ancien envoyé spécial des Nations Unies au Yémen, il supervise donc tout ce désastre de nourriture brûlée, jetée. Je te parle de tonnes de nourriture qui ont été jetées, à soi-disant des gens qui meurent de faim. Et bien, le mec, il a obtenu une promotion, c'est aujourd'hui chef de l'humanitaire. Bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eh Même ben, bon, tout le monde s'en tape. je sais. Non, Et- mais, non, mais tu vois, je veux dire, j'ai même les vidéos. On a tout à ce sujet. Et moi, ça me désole. Ça me fait. Tu vois, c'est comme le double jeu avec Al-Qaïda. Wow. En fait, c'est quand tu vas vraiment. Pour te dire, on est remonté loin quand même. De Taina, Chalut, qui est une femme exceptionnelle, on a réussi à interroger des anciens Al-Qaïda. Pas moi. Elle. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte, pas de dire de l'escroquerie, mais de l'évolution aussi des mouvements. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, ils rejoignaient Al-Qaïda pour l'argent. Tu sais, c'est leur des gardes du corps décidés là. Et il y a une différence avec l'idéologie, évidemment, qui était beaucoup plus propre dans les années 90. Et je te dis juste, et je terminerai là-dessus, si les gens ont la curiosité, ils achèteront le livre, j'espère qu'ils passeront un bon moment. Mais tu as un mec qui était dans le top 10 des terroristes les plus recherchés du monde, d'accord, qui a reçu des millions suite à un enlèvement de plusieurs personnes de citoyenneté française à cause d'une énorme bourde du Quai d'Orsay et du ministre des Affaires étrangères de l'époque. Donc, il y a tous les noms, les terroristes et tout, et les gens vont comprendre. Tu vois, on parle de Lafarge, je ne comprends pas pourquoi cette histoire ne va pas plus loin. Et je vais te dire, la première personne qui m'en a parlé, je peux te dire que c'est un 5 étoiles. C'est pas. Et après, on s'est fait confirmer par multiples personnes. On est à deux doigts d'avoir même un autre truc du double jeu des paiements donnés à Al-Qaïda, mais on ne peut pas le prouver. C'est-à-dire qu'on le sait, mais légalement, je ne peux pas le prouver. Donc, il n'est pas dans le bouquin. Ça, non. Par contre, le reste, oui. Et il y a le nom de ceux qui ont payé, il y a tout. Mais en France, on ne dit rien. Et je te dis, on a un Lafarge. Et d'ailleurs, j'en ai parlé avec Marc Échanger aussi, que je salue, pour ceux qui connaissent. Et on a arrivé aux mêmes conclusions. Donc, le Yémen, il y a beaucoup de gens qui ont tout intérêt, notamment la France, à pas trop qu'on en parle. Parce qu'on a fait du sale. Du très, très, très. Et je rappelle, Total est le premier partenaire économique du gouvernement yéménite à l'époque. Alors, ça, c'est vrai que l'activité gazière a stoppé depuis, mais je rappelle que les locaux de Total, je terminerai là-dessus, servent. Eux, ils te disent non, c'est pas à nous, etc. C'est eux qui ont construit tout, c'est eux où ils exportaient, à Balhaf, a servi de prison secrète et de centre de torture pour les Émirats, qui montre évidemment le couple franco-émirati. Et deuxième effet qui se coule, et je termine vraiment là-dessus, parce que j'ai plus de facilité à retrouver ça que savoir où va l'argent dans le foot pour les transferts. Ça donne un peu une idée de quelle est la plus grande entreprise criminelle. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a des années, on avait entendu que Al-Qaïda contrôlait une des plus grandes villes du Yémen, Al-Mukalla. Sur la côte, ils avaient dévalisé la banque centrale, ils avaient récupéré 100 millions. Enfin, c'était la balade des Dalton mode Al-Qaïda. Hein. Les mecs, ils ont récupéré une ville énorme. Donc 60 barbus, de récupérer une ville en 24 heures. Je sais pas comment ils ont fait. Hein. Ah, mais bref. Il reste plusieurs mois, sauf que ce n'est pas le modus operandi d'Al-Qaïda. Tu ne vas pas dans des centres urbains pareils. Parce que forcément, tu peux plus facilement te faire dégommer. Alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'ils ont dû faire du business aussi, tu vois, sur l'exploitation pétrolière et les droits de portuaire et tout. Et puis, t'entends, et les gens peuvent retrouver les articles. Oh, les Émiratis. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a quelques années, on parlait de la force militaire émirati qui avait impressionné tout le monde au Yémen parce qu'ils avaient botté le cul d'Al-Qaïda. Ouais. En fait, en réalité, c'est qu'il y a eu des réunions pour que les mecs d'Al-Qaïda partent de Moukalla. On les a laissés partir. Et je te le donne en mille, les réunions se sont fait où? Dans les locaux de Total.
pas le FRAF. Mais Total te dit que c'est pas eux qui contrôlent. C'est là où vous exportez quand même votre activité casier. Mais, Sympa, hein? ouais, Me bah, demande s'ils donnent des petits fours et le café. Parce que le café Yéménite, on le rappelle, est très connu, comme le miel d'ailleurs, que je conseille. J'ai pu goûter une fois ça de ma vie au Bahreïn. C'est très, très eh ben, on se réjouit pour les gens intéressés de lire ce livre et ces enquêtes. On peut également retrouver des bribes sur des vidéos sur ta chaîne YouTube. Quels sont tes prochains projets là, pour la suite de l'année 2024 et le début de l'année 2025? Sur quoi tu travailles en ce moment ou qu'est-ce que tu as envie de sortir rapidement? Bah, j'aimerais que les dossiers de pédocriminalité d'Haïti et du Gabon trouvent enfin une finalité, c'est la priorité. Ensuite, c'est vrai qu'il y a certains dossiers, notamment celui lié au kickboxing, Muay Thai et discipline associée en France, qui méritent également une conclusion. Donc d'attendre de voir un peu ce que va faire la justice à ce niveau. Et puis, bah, écoute, la Gatsleeve qui vient de sortir, Industrie du foot volume 2, donc Macron, l'Afrique, la FIFA. Donc je sens qu'on va rigoler aussi. Et il y aura peut-être un livre interdit. Genre de truc, peut-être un truc noir sur les Jeux olympiques. Et tu vois ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, mais vraiment bien le détailler et plus costaud. Donc peut-être qu'il y aura ça et puis, et ben, il y a la Guinée aussi. Parce que je ne sais pas quand la vidéo va être publiée. Ah, je ne sais pas si elle sera déjà sortie. Mais grosse affaire de pédocriminalité dans le sport guinéen, parce qu'il y a le basket aussi d'ailleurs. Et le foot guinéen est le plus terrible. Bah, c'est une des révélations de mon dernier livre, c'est qu'en fait, le centre dans lequel ça se passe est financé par la France, par l'AFD, l'Agence française du développement, qui fait des campagnes, des clips de promotion, il n'y a pas d'autre mot, on pourrait retrouver, en disant qu'ils sont contre les violences de genre, qu'ils ont éduqué les éducateurs, etc. Pour l'instant, les gamines elles se font violer. Eh ben, on Donc suit. j'attends de voir ce que l'ambassadeur dira, et aussi l'AFD. La prochaine fois qu'ils essayent de faire un projet dans le sport, peut-être qu'ils pourraient me contacter, peut-être je pourrais leur donner des millions comme ça. Et après, le pire, c'est de dire, regardez, nous, hein, nous, on est contre. Ils ont mis tout le vocabulaire. Violence de genre, match tout. Et vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe dans ce centre? Alors, tous les gens du foot féminin en Guinée sont au courant. Puis je peux te dire, j'ai les messages Facebook, ça laisse pas trop de place au doute. Hein. Quand tu vois ce que le coach jouait des gamines de 15-16 ans, tu comprends tout de suite. Hein. Alors le mec est pas très fort en orthographe, mais enfin moi je comprends bien que pour jouer, il faut faire quelque chose, tu vois. Et quand je vois l'âge des gamines, je me dis, c'est nous, on finance ça. Alors déjà, ils vont être contents en Guinée, mais excuse-moi, à l'AFD, là, s'il n'y a pas des têtes qui sautent, ça veut dire qu'on finance tranquillement un centre, soi-disant pour notre image. On dit regardez ce qu'on fait pour la jeunesse, alors qu'en réalité, les gamines se font violer. Normalement, ça doit sauter. Dans un monde normal, ça saute. Mais Mais est-ce qu'on est évidemment, dans un monde normal? C'est justement toute la question, quoi. Est-ce que là, avec au fur et à mesure des dingueries, notamment, c'est là où tu vois que le sport t'ouvre sur un monde de crimes. Parce que contrairement à ce que certains peuvent penser, on a quand même un président de fédération qui est aujourd'hui incarcéré au tribunal de l'Haye pour crime contre l'humanité. Et pas un chef d'inculpation, je crois qu'il en a 16. Je te rappelle, le mec qui était avec Ben Laden, tu vois, on a du criminel varié. J'ai des mecs qui sont dans la pêche illégale, d'autres, c'est les médicaments avariés, trafic d'aide humanitaire. Tu vois, j'ai des seigneurs de guerre, j'ai de tout. Donc, je lance le petit mot à plein de journalistes, etc., et des fois, c'est pas du sport. Et tu te rends compte que c'est justement notre silence qui crée cette impunité-là. Et aussi que beaucoup de journalistes un peu politiques snobent ça. Oh, c'est du sport, du foot. Je crois qu'il manque quelque chose. eh ben, ça me permet de faire la conclusion. Romain Molina, tu es le bienvenu quand tu veux sur la chaîne du Cercle Aristote, bien entendu, au fur et à mesure de tes pérégrinations, de tes articles, de tes enquêtes. On sera toujours ravis que tu puisses venir en parler, que tu puisses venir. Notamment, ben, ça se trouve, on refera un épisode pendant les JO ou après, en fonction de ce que tu vas sortir. Et bah, tu es évidemment le bienvenu. J'espère que vous avez aimé cet épisode en compagnie de Romain Molina sur le Cercle Aristote. Merci de l'avoir suivi et on vous souhaite une fin de journée ou de soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et Romain, bien entendu, on te remercie. Merci à toi. Keep the faith. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.